On est invalide, mais nous espérons qu'avec les nouvelles autorités, des débuts de solutions vont être trouvés. Ce qui est sûr, des concertations sont en cours pour voir comment réaménager le calendrier et permettre les évaluations de fin d'année. Le mouvement syndical a un rôle très important dans cette reconstruction. Et je suis enseignant, je suis préoccupé par la situation de l'école et de l'université. Et je souhaite que très rapidement, tous les secteurs de l'éducation, parents d'élèves, étudiants, élèves, enseignants se mettent ensemble pour que l'année soit sauvée d'une part et d'autre part que notre système éducatif reprenne son élan. La CNTS a mis l'accent sur l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Se félicitant des efforts déjà faits par le nouveau gouvernement, la Confédération en demande encore. Pour interpeller les autorités sur la nécessité de réfléchir sur des baisses sur les denrées de consommation courante que vous connaissez déjà, mais également de voir comment alléger la fiscalité sur les salaires, élargir la sécurité sociale aux personnes du secteur informel, mais améliorer la situation des retraités. De la bourse du travail à la place de l'indépendance, en passant par le palais présidentiel, les travailleurs ont exposé leurs mots. La CNTS a appelé les autres centrales à la mise en place d'un cadre d'unité syndicale. Forte mobilisation de la CNTS-FC à l'occasion de la fête du travail. Donc, Cheikh Diop et ses camarades ont organisé un grand défilé qui les a menés au palais présidentiel. Sur place, ils ont évoqué la situation des travailleurs et invité le nouveau régime à la concertation pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Maman Moussagna. Pour le défilé du 1er mai, je pense que c'est salutaire. Je pense que li nga xamante ni que yoon bi ñu jël yoon boobu la jub travailleurs yi moo ñu tax a jub yaakaar nga xamante ni que tey jii moo soxal aujourd'hui les travailleurs d'une manière générale. L'eau, l'électricité, les premières mesures ont été salutaires. Nous les invitons davantage à accélérer la baisse de aujourd'hui. Et il dit si nous n'étions plus. Il nous faut aujourd'hui que les décrets d'application. Voilà, le syndicat autonome de la santé paysanne et la Confédération démocratique des syndicats libres ont aussi fêté le 1er mai. Comme leurs autres camarades, ils se préoccupent des difficultés des travailleurs. Kaltop Gueye. Loin des parades du traditionnel défilé du 1er mai, la FP, le SAS et la CDSL ont voulu aller à l'essentiel, c'est-à-dire faire un diagnostic des secteurs où ils évoluent. Manque de financement et déficit de semences empêchent le monde rural de se développer. Aujourd'hui, que l'État comprenne que quelle que soit la centrale syndicale, quelle que soit l'organisation fêtière qui représente les paysans, il faudrait qu'on se mette comme un seul homme pour permettre effectivement à ce monde rural de disposer de soudure, de disposer de semences à temps, de disposer également d'intrants et de matériel agricole. De notre côté, le secteur de la santé ne peut pas aller de l'avant sans la prise en charge des préoccupations de ceux qui y travaillent. C'est la conviction du secrétaire général du syndicat autonome de la santé. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de poser les problèmes dans leur globalité. De poser le problème du financement du système de santé, de poser le problème de l'accessibilité aux soins, mais aussi d'attendre avec impatience le programme que va proposer le président de la République concernant la couverture universelle. Mais aussi de dire que dans nos sections, dans les structures que nous fréquentons, aussi nous connaissons des difficultés. On ne peut ne pas poser aujourd'hui le problème de la loi d'orientation sociale. Vous avez remarqué de vous-même, toutes les fédérations des handicapés sont avec nous ce matin. L'occasion du 1er mai a été saisie par la Confédération démocratique des syndicats libres pour décliner son plan d'action. Il concerne notamment le règlement des problèmes de ces travailleurs affiliés. Au niveau de la défense des intérêts des travailleurs, c'est d'abord une organisation, une unité d'action. C'est ensuite la réflexion à la base, poser les revendications au moment opportun, mais c'est aussi la lutte syndicale. Le mot d'ordre est le même. Chaque syndicat lutte pour le bien-être de ses travailleurs.
Ces derniers traversent d'énormes difficultés dans leur lieu de travail. Des doléances, la CDTS et l'UDTS et le SWT en ont également exprimé. Ces syndicalistes invitent le gouvernement à réduire davantage les prix des denrées. Ibrahim Andong. Une salle pleine de monde acquise à la cause de la CDTS, la Confédération démocratique des travailleurs du Sénégal a bien voulu marquer cette journée de fête du travail. Le syndicat a plaidé pour une revalorisation de la situation des travailleurs. Ibou Diouf Nyokhoba et ses camarades ont aussi invité les acteurs du secteur éducatif à sauver l'année scolaire. L'école doit être préservée des turbulences sociopolitiques, n'est-ce pas, qui irriguent l'espace politique et l'espace scolaire. Et nous pensons que une année scolaire perdue, mais c'est 10 années d'études, d'enseignement perdues. Et compte tenu du fait que le Sénégal ne compte que sur la qualité de ses ressources humaines, il faut préserver donc cette école-là, préserver cette université-là de ces turbulences-là, pour que nous puissions façonner un Sénégalais digne de ce nom. À Guédiawaye, la mobilisation est également au rendez-vous. Ici, les syndicalistes appellent à l'unité et à la solidarité des travailleurs. Solidarité, mes sœurs, solidarité pour tous. Au sein des entreprises, nous avons constaté que 70%, même des fois 80% des travailleurs sont utilisés comme des journaliers. Donc, je pense que la loi elle est très claire. Les entreprises peuvent utiliser des journaliers, mais aussi il y a des normes à respecter. Malheureusement, ces normes ne sont pas respectées. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'au lieu de faire des défilés, mais de faire des marches pour danser, pour montrer que nous sommes contents, mais nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents parce que le salaire qui est payé dans les entreprises, ce sont des salaires de misère. Le syndicat de la microfinance du Sénégal n'a pas été en reste. Les employés ont saisi l'occasion pour exprimer leurs doléances. Le 1er mai constitue aussi, dans la mémoire collective de tous les travailleurs, une date anniversaire importante qui engage chacun d'entre nous à une réflexion globale sur les conditions de travail. À la suite des multiples travaux des théoriciens, des organisations, on a compris que l'amélioration des conditions de travail constitue un facteur de performance de l'entreprise. Les syndicalistes ont magnifié la baisse du prix de certains denrées de première nécessité. Ils appellent le gouvernement à en faire autant pour les autres biens de consommation. Les différents thèmes de ce jour renvoient pour l'essentiel à la précarité des travailleurs dans les entreprises. En lieu et place du traditionnel défilé célébrant le 1er mai, le syndicat national des travailleurs de la santé a organisé une rencontre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, prétexte pour le Sintras de faire le bilan de ses revendications. Au même moment, la CSA et l'UTS se retrouvaient à l'UCAD 2. Éric Nimadi, Aïda Fall, compte rendu. Pour ce 1er mai, le syndicat national des travailleurs de la santé a battu le rappel des troupes. Venus nombreux, les membres du Sintras ont dressé le bilan de leurs 12 années de lutte syndicale. Je voudrais citer l'acquisition du fonds de motivation en 2000 avec le gouvernement du Sénégal, dont l'extension a été faite 2 ans plus tard à tous les travailleurs de la santé et de l'action sociale. Nous avions également le relèvement de niveau de bac à l'NDSS, comme également l'intégration des ex-CTO, l'intégration aujourd'hui des agents du PEDIS. Malgré ces bons résultats pour les travailleurs de la santé, du chemin reste encore à faire pour l'entière satisfaction de leurs revendications. Et son secrétaire général d'inviter tous les participants à continuer le combat. Nous mettons le focus par rapport aux équipements des hôpitaux, l'évaluation également de la réforme hospitalière, et la réforme qui doit intervenir au niveau des cures et des universités, comme également le recrutement des ICP contractuels qui doit être une priorité pour notre système de santé. Autre lieu, autre conclave. Ici à l'UCAD 2, la Confédération des syndicats autonomes et l'Union des travailleurs du Sénégal ont fini de jeter les bases de leur union. Pour la 4e fois, les 2 organisations syndicales unissent leur voix pour dire stop aux pertes du pouvoir d'achat et aux violations des droits des travailleurs. Ce choix est fondé sur notre conviction que nous défendrons efficacement les travailleurs quand nous serons plus unis et plus forts. Mais on a beau vouloir l'unité, seuls ceux qui vont dans la même direction
iront ensemble. Les revendications portent sur beaucoup de choses. Il y a d'abord la baisse des denrées de première nécessité. Il y a les augmentations des salaires. Il y a une protection sociale pour tous les travailleurs. Il y a le problème des contrats à durée déterminée. Il y a le problème des décrets. Il y a le problème de la révision de l'article L42 du Code du travail dont l'ancien régime voulait faire. En tout cas, les revendications sont beaucoup et variées. Pour les membres du Syntrast, tout comme ceux de la CSA et de l'UTS, seule l'unité syndicale est gage d'une bonne efficacité de la lutte des travailleurs. Dans ce temple du savoir, les participants ont en outre abordé les questions relatives à la situation scolaire. Ils en appellent ainsi à une solution immédiate de la crise universitaire. Les travailleurs de la Poste, eux, prônent l'union des cœurs et des esprits pour une entreprise productive. Ils ont aussi profité de cette occasion pour exprimer leurs revendications. Tchorodia. La mission de tout mouvement syndical est la prise en charge des revendications de ces travailleurs. En cette fête du 1er mai, les membres du syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications ont voulu joindre l'utile à l'agréable. Vous savez, c'est la fête. Nous sommes dans le sens, n'est-ce pas, de pouvoir élaborer une plateforme revendicative qui puisse prendre en compte toutes les aspirations des travailleurs, et le directeur général est aujourd'hui disposé à nous rencontrer pour trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente, je disais tout à l'heure, à la satisfaction des travailleurs de la Poste. Depuis quelque temps, le démon de la discorde a intégré les agents de la Poste. Pour l'instauration d'un climat social plus apaisé, ces travailleurs comptent renouer le dialogue. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le dialogue. Et le meilleur cadre, le cadre idéal, c'est un congrès extraordinaire du SNTP. Et pour cela, nous avons eu justement l'accord de principe de notre secrétaire général national, Madame Bassok, et rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'on se retrouve en congrès extraordinaire du SNTP pour discuter de tous les maux qui nous gangrènent. La tenue de ce congrès extraordinaire va amener les agents de la Poste à s'unir. Ainsi, ils pourront se fixer un objectif commun, la bonne marche de l'entreprise. Ce congrès extraordinaire aura lieu courant juillet 2012. Le gouvernement ambitionne d'améliorer les conditions de travail et compte rompre avec les accords irréalistes. C'est le message que Mansour Sy a livré ce matin aux travailleurs. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des organisations professionnelles participait à la fête du travail aux côtés de 4 centrales syndicales. Mamadou Sambambo. De l'ambiance, il y en a eu ce matin à la Bourse du Travail. Rappel des troupes, couleurs et parures pour fêter le 1er mai. La journée s'annonce gaie, le ministre de tutelle s'invite à la mobilisation. Nous souhaitons une bonne fête. Nous allons faire tout ce qui est de notre ressort pour que les réponses les plus appropriées soient trouvées dans le seul intérêt des travailleurs. La CNTS salue l'initiative et s'engage à collaborer avec le ministère. Toutefois, un mais qu'il est important de souligner. C'est de leur dire la vérité. Seule la vérité est durable. Seule la vérité est révolutionnaire. Cap sur la place de l'OIT à Koloban, ici Mansour Sy est venu à la rencontre de l'UNSAS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, en procession vers la place de l'Obélisque. Madame Bassok et ses camarades attendent beaucoup du nouveau régime. Nous allons mettre en œuvre ce sur quoi nous sommes tombés d'accord. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce sur quoi nous n'entendons pas. C'est l'administration de nos différences qui pose problème. Parce que notre pays, nous allons le construire main dans la main, mais dans la différence. 13h, le cortège du ministre fait son entrée dans l'hôtel de ville de Dakar. La FGTS, Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, en synergie avec le comité intersyndical de lutte contre les pires formes de travail des enfants, est ici en Yendo, traduisait journée de sensibilisation sur le phénomène de l'exploitation abusive et précoce des adultes de demain. S'agissant des plateformes, le ministre s'est voulu clair. Désormais, tous les engagements seront pris en fonction des possibilités. Que nous avons aussi les intelligences nécessaires dans nos différentes structures syndicales et que dans les négociations, nous trouverons les solutions nouvelles qui n'auront plus comme limite les limites du possible, mais qui auront comme limite
les limites de nos différentes intelligences à travailler pour le bénéfice national. Alors que l'activité suit son cours, le public s'agite. C'est Ahmad Dansokho qui se montre. Une belle surprise se félicite de la FGTS. Fidèle à sa tradition, le ministre d'État a appelé les parties prenantes du monde du travail à faire preuve de responsabilité. Dans tous les domaines, c'est l'argent qui devient roi. Mansour Sy a auparavant rendu visite à la CSA. Toutes ces organisations syndicales ont comme dénominateur commun d'être assez représentatives des travailleurs du Sénégal. La démarche est dite de rupture. La volonté claire affiche le ministre, rompre d'avec le management bureaucratique, toujours aller vers les partenaires travailleurs. Pour parler justement de la fête du travail ce 1er mai, nous recevons sur ce plateau le ministre Mansour Sy, le ministre du Travail, de la fonction publique, des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, la fête du travail, les syndicalistes ont déposé leur cahier de doléances au Palais de la République. Le président de la République, Macky Sall, a reçu donc ces cahiers de doléances. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs, saluer tous les travailleurs et les féliciter pour cette grande mobilisation et les rendre un hommage. Le gouvernement nous a instruits, dans le cadre des missions qui nous sont confiées, de nous rapprocher des partenaires. Et les travailleurs sont les partenaires en priorité qui préoccupe le département que je dirige. Je crois qu'il y a un aspect très important qui est sorti de la rencontre de cet après-midi avec les organisations syndicales. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, avait pris des engagements en direction du peuple sénégalais, qu'il a élu brillamment. Il a pris des priorités, et parmi les priorités premières, un gouvernement de mission. Et monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye nous a instruit, chacun dans son secteur de compétences, d'aller vers les partenaires. Nos partenaires, ce sont les travailleurs. Nos partenaires, ce sont les employeurs. Nos partenaires, ce sont nos fonctionnaires, ce sont les agents de l'État. Si à l'occasion du 1er mai, au-delà même de sa valeur symbolique, une fête qui a atteint cette limite grâce à beaucoup de sacrifices, des sacrifices humains, des sacrifices de temps, et même plus proche de nous, des sacrifices d'hommes et de femmes qui consacrent beaucoup plus de temps pour aller élaborer des revendications pour les travailleurs. Mais parlons justement de ces revendications pour être plus précis. Le cahier était finalement très chargé. Les travailleurs revendiquent de meilleures conditions. Les travailleurs revendiquent de meilleures conditions. Nous avons eu la chance, avant de les rencontrer, de revisiter les cahiers de charges qui étaient déposés depuis 2000. À de très rares exceptions près, la situation n'a pas évolué. Mais qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Le président de la République a annoncé certaines mesures comme la baisse de la fiscalité sur les salaires, la revalorisation des pensions de retraite, entre autres. Qu'est-ce qui est aujourd'hui possible de faire? Ce qui a été retenu, c'était d'abord des mesures de baisse du pouvoir d'achat. Vous avez vu les mesures qui ont été prises pour la baisse des denrées de première nécessité. Deuxièmement, le président de la République a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2013, la revendication sur la baisse de la fiscalité va devenir effective. Troisièmement, il a annoncé que l'État va travailler pour, en tant qu'employeur, maîtriser ses effectifs. Donc un grand audit physique de tous les agents de l'État va se faire pour qu'on arrive à avoir un fichier unifié des agents de l'État. Et dans ce cadre, les dysfonctionnements que nous avons constatés et qui ont déstructuré le système de motivation actuel
Parlant justement de ces dysfonctionnements, le cas des magistrats qui sont peut-être de la hiérarchie A, d'autres travailleurs, d'autres fonctionnaires qui sont de cette même hiérarchie et qui ne bénéficient pas des mêmes traitements salariaux, est-ce qu'il y aura une solution à ça? Je pense que déjà l'apparition des nouvelles revendications, posées d'ailleurs par les enseignants, qui sont des revendications sur le logement, où ils disent « alignez-nous au même niveau que les enseignants de même grade », sont des revendications qui interpellent l'État. Parce que les indemnités étaient prises suivant des considérations qui n'avaient rien d'objectif. Le grade, l'indice n'ont plus aucune signification dans notre système de fonction publique. Je pense qu'il faut pas seulement aller dans le sens de recréer de nouvelles indemnités, mais on doit revoir ce système de motivation des agents de l'État pour que ça puisse répondre sur des critères objectifs. Et cela, des décisions ont été prises par M. le Président de la République pour de manière globale revoir ces systèmes de rémunération. Un cas concret, oui, celui des magistrats qui bénéficient d'un traitement salarial assez intéressant. Qu'est-ce qui sera fait par rapport à ça? Je voudrais juste ajouter votre attention sur le fait que ces dysfonctionnements ne sont seulement au niveau des magistrats. Vous prenez le secteur de l'éducation. Qui a été longtemps décrié. Oui, vous prenez le secteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports. Les fonctionnaires de la hiérarchie B2, ils gagnent plus que les inspecteurs qui sont de la hiérarchie A1. Parce que l'État a créé un dysfonctionnement en accordant des indices de manière démesurée qui ne tiennent plus compte de la réalité dans ces structures. Il y a les indemnités qui sont allouées aux magistrats, il y a les indemnités qui sont allouées à d'autres corps, pas seulement les magistrats. Regardez les indemnités qui sont allouées aux préfets, aux sous-préfets. Il y a tout un ensemble qu'il faut revoir pour voir le système de motivation de l'État, quels sont les critères objectifs qu'on va mettre en place pour que le grade ait un sens, pour que l'indice ait un sens. Sinon, chacun des corps va essayer de revendiquer et les revendications vont revenir de manière cyclique. On veut trouver une solution durable. Parlant justement de solutions, les revendications des enseignants, aujourd'hui, la situation est assez critique. Certains ont repris, d'autres encore traînent les pieds. Les élèves qui parlent d'année blanche, c'est vraiment le flou total de ce point de vue-là. Je crois que la situation au niveau du secteur de l'éducation est une situation alarmante. C'est une situation qui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement mis en place. Vous savez, j'ai eu l'honneur de rencontrer avec mon collègue de l'éducation nationale plusieurs cadres d'enseignement. Le CUS, le CUSEMS, le SAEMS-CUSEMS. Le CUSEMS, ces revendications ont été déjà introduites en 2007. Le gouvernement a laissé pourrir la situation. En 2008, en 2009, en 2010, en 2011, il n'y a pas eu de négociations sérieuses. Et ils ont introduit une plateforme. Ils en étaient au moment où on les recevait à leur 17e plan d'action. C'est environ 4 mois sans cours. Cette situation a été une volonté manifeste de ne pas trouver des solutions durables aux questions qui se posent à l'école. Aujourd'hui, quelles sont ces solutions durables? Parce que ce qui est fait est déjà fait, Monsieur le ministre. Les solutions durables, nous leur avons parlé, nous leur avons expliqué que les plateformes qu'ils ont déposées, il y avait 2 niveaux. Le premier niveau, c'était les accords qui n'étaient pas respectés. Les accords qui n'étaient pas respectés, dans le sens de la continuité de l'État, il nous appartient en tant que l'État d'en faire l'état des lieux et de planifier leur exécution. Parce que ce sont déjà des accords. Mais je signale qu'il y a des accords qui datent de 2003 non respectés, des accords qui datent de 2007 non respectés. Donc, ce qu'on avait trouvé, c'était des accords qu'on prenait uniquement pour jouer à la ruse et reporter les crises d'une année à une autre. Et vous avez décidé d'ailleurs de bannir les accords irréalistes, vous l'avez vous-même dit aujourd'hui. Voilà, je voulais terminer pour dire qu'on a dit maintenant les raccords qui font l'objet de questions nouvelles. Les questions sur le logement. Les nouvelles questions, on doit négocier. Les anciennes aussi. Les anciennes, ce sont des accords. On doit planifier leur exécution en relation avec nos différents partenaires. Mais les nouvelles questions qui n'ont pas encore fait l'objet de négociations,
La solution, c'est qu'on va négocier, on a une première rencontre, on va appeler à une négociation avec tous les ministres impliqués pour que les questions qui doivent être traitées soient traitées dans les commissions statut et carrière qui organisent ces statuts pour qu'on prenne des mesures durables et sortir de la situation. Et sur ce plan, toutes les questions feront l'objet de discussions. Vous savez que parallèlement, autour de M. le ministre de l'Éducation nationale, des initiatives sont en train d'être développées pour voir comment réaménager le calendrier scolaire, comment faire en sorte pour sauver l'année scolaire. Je pense que nous sommes à une phase extrêmement importante où des initiatives sont prises, où les négociations vont être engagées, mais compte tenu du fait que notre école se trouve dans une situation critique, nous ne pouvons pas attendre la fin des négociations pour reprendre les cours. Il faut que toutes les parties prenantes autour de l'école en saisissent les enjeux. C'est notre école qui va déterminer l'avenir de notre pays. C'est aujourd'hui peut-être l'occasion de parler aux élèves qui font de la résistance. Je voudrais peut-être parler aux élèves. Je pense que mon collègue de l'Éducation nationale l'a déjà fait. Cette école, c'est votre école. Chaque année que vous perdez va avoir un effet sur votre carrière. Un effet sur votre carrière en tant qu'élève. Un effet sur votre carrière en tant qu'étudiant. Un effet sur votre carrière en tant que travailleur. Chaque année que vous perdez va porter un grand coup sur l'économie nationale, va nécessiter encore beaucoup plus de ressources, va nécessiter que l'on recherche beaucoup plus de ressources, des ressources qu'on pouvait utiliser pour créer des emplois, pour créer des autres initiatives. Je pense que notre pays a suffisamment d'intelligence et de ressources, et l'a montré avec les dernières élections, pour dépasser ce cap. Venons autour d'une table, venons autour du ministère de l'Éducation nationale, avec tous les partenaires, avec toutes les parties prenantes de l'école. Essayons de travailler pour sauver notre école et surtout pour jeter les bases, pour pacifier notre espace scolaire pendant une longue période et créer les conditions pour que vous puissiez travailler et venir occuper toute votre place parce que vous êtes l'avenir de l'école, vous êtes l'avenir de la nation. Voilà le message que je voulais lancer. Voilà votre dernier mot par rapport à la fête du travail que les syndicalistes ont fêté aujourd'hui. Mon dernier mot est un mot de félicitations pour tous les travailleurs. D'abord pour tous les syndicalistes, pour tout ce qu'ils font pour les travailleurs, pour la classe ouvrière, tout ce qu'ils font pour le pays, pour leur contribution au développement national. Leur participation est une participation qui prend en charge une partie de la mission de service public qui nous revient. Monsieur le Président de la République l'a dit tout à l'heure, dans le budget de 2013, on va créer une ligne budgétaire qui sera consacrée à l'appui, à apporter aux organisations syndicales dans la transparence, en tenant compte de leurs besoins, en tenant compte de leurs programmes, mais en tenant compte aussi des possibilités de l'État. Peut-être un peu pour terminer, parler un peu des élections de représentativité. Certains syndicats dénoncent ces élections. Est-ce qu'on va les reprendre? Je pense que nous avons hérité d'élections de représentativité. Il faut dire que les élections de représentativité, c'était une revendication des organisations syndicales. Elles ont été organisées et des résultats provisoires ont été publiés. Il faut dire qu'il y a une organisation syndicale qui a introduit un recours devant la justice. On attend la décision du tribunal sur cette question. Mais il faut dire que nous avons besoin de ces résultats provisoires pour que ce soit des résultats définitifs. Et quand nous aurons les résultats définitifs, on va avancer sur plusieurs questions. Vous savez, par exemple, nous sommes bloqués quant à la désignation des travailleurs dans plusieurs institutions que nous gérons de manière tripartite. Nous sommes bloqués quand il faut parler de la représentativité des organisations syndicales. Je pense qu'il faut, comme les institutions, comme les élections, quand des résultats sont publiés, quand des recours sont introduits, quand des arrêts sont rendus, que tout le monde comprenne que c'est ça le point de départ
sur lequel on va se baser pour développer de nouveaux partenariats. Mais il n'est pas possible dans la situation actuelle de revenir et de faire table rase de ce travail qui a existé. On attend les résultats définitifs. Je pense que les travailleurs sont pressés aussi que ce dossier soit tranché. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le ministre Mansour Sy, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. La suite de l'actualité, donc la mobilisation à la CNTS-FC à l'occasion de la fête du travail. Cheikh Diop et ses camarades ont organisé un grand défilé qui les a menés au palais présidentiel sur place. Ils ont évoqué la situation du travailleur et invité le nouveau régime à la concertation pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Maman Moussagna. Ce sont des centaines de travailleurs affiliés à la CNTS-FC qui ont pris part à la fête. Banderoles, pancartes en main, vêtus de leurs plus beaux atours, les camarades de Cheikh Diop sont partis du carrefour de la Médina pour arpenter l'avenue Blaise Diagne d'abord, avant de rejoindre le rond-point Sandaga. Sur place, le secrétaire général de la CNTS-FC a évoqué la situation difficile que vivent certains travailleurs maltraités par leurs employeurs. Des revendications aujourd'hui qui sont multiples. Les injustices au niveau des licenciements à tout bagage, au niveau des licenciements dans le secteur minier, au ciment du Sahel, aux ICS, partout ailleurs où les droits des travailleurs ont été bafoués, mais aussi de relancer l'emploi, de consolider l'emploi. Cette politique de relance de l'emploi et de la population de l'emploi tranche avec des licenciements abusifs. Cette politique également doit être en phase à la relance des entreprises en difficulté, comme Transrail, des entreprises en difficulté, comme la Société sénégalaise des phosphates de Thiès, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur des collectivités locales, mais surtout dans le secteur du nettoiement, de la recherche agricole, mais aussi du monde rural. Cheikh Diop a appelé à une concertation pour le règlement des problèmes des travailleurs, le dialogue, la seule voie de solution. Nous lançons un appel à l'État, aux nouvelles autorités, pour leur dire que, pour les féliciter d'abord de l'écrasante majorité des citoyens sénégalais, du président Macky Sall à la tête de notre État, cette élection fait renaître l'espoir. Nous lui demandons, pour ce qui concerne la classe ouvrière, de faire l'état des lieux de la revendication. L'état des lieux de la revendication pour partir sur de nouvelles bases afin d'atteindre un nouveau dialogue social porteur de progrès. Les travailleurs de la CNTS-FC ont ensuite poursuivi leur procession, ministère de l'Intérieur, Assemblée nationale, voici le palais présidentiel. C'est sur cette avenue que la CNTS-FC a organisé un défilé devant son secrétaire général. Un à un, les syndicats affiliés ont exprimé leur satisfaction à l'occasion de cette fête, moment de tradition et de communion. À la RTS, la fête du travail a été l'occasion pour réfléchir sur le thème l'audiovisuel public, les nécessaires ruptures. Si la section CEPIX a dénoncé des conditions de travail, la gestion et le manque de moyens, les différents intervenants déclarent qu'il ne peut y avoir de rupture majeure sans un mode de financement. Bachirba. Pour la section Simpix de la RTS, l'aspiration des Sénégalais à un changement dans les pratiques n'épargne pas la RTS. Elle en appelle à des ruptures et décrit le mode de gestion de l'entreprise. Si nous, qui sommes acteurs dans ce service public de l'audiovisuel, nous ne changeons pas de mentalité et de comportement, nous ne pouvons pas aller loin. Oui. Les travailleurs de la RTS veulent, ou plutôt exigent, des ruptures au niveau du service public de l'audiovisuel. La qualité des programmes, des moyens insuffisants et une production non adaptée à nos réalités sont entre autres les mots cités. Les responsables de l'entreprise portent, eux, un autre regard. Le tableau n'est pas si sombre. Au moment où je vous parle, nous avons acquis 54 enregistreurs pour les reporters de la radio. 54 enregistreurs numériques. Ça, c'est historique. C'est des chiffres qu'il faut sortir. La RTS n'a jamais été aussi solvable qu'aujourd'hui. En 2006, quand on prenait cette maison, il était impossible d'avoir un prêt de 100 millions. En 2011, nous avons levé 1 milliard sur le marché financier. Les banques ne sont pas des philanthropes. Si les banques nous prêtent, c'est parce qu'il y a une amélioration de la gestion. Le problème de la RTS ne se situe ni dans sa gestion, ni au niveau de sa direction. La principale rupture à opérer est dans son mode de financement. Il y a de nouvelles autorités dans ce pays. Il est important qu'on leur dise une chose. L'audiovisuel public, partout où les gens sont sérieux, surtout on est dans une phase de mondialisation où les valeurs nationales doivent être mises en exergue,
partout a été nationalisé et financé. Il faut se battre pour que mes journalistes de la radio voyagent avec le président de la République. Ça également, c'est une revendication et je voudrais que le syndicat porte ça d'ailleurs. Les intérêts de l'entreprise sont au-dessus d'intérêts personnels. L'essentiel est que le médium remplisse son rôle, dira Babacar Diagne. Aujourd'hui, la rupture essentielle sur laquelle nous devons nous retrouver, c'est la rupture par rapport au financement. Les autres questions maintenant par rapport à on veut X, on veut Y, etc. Non. L'État, dans ses murs, à des moments T, de mettre à la RTS des personnes auxquelles ils croient, des personnes en qui ils ont confiance. Ça, on laisse à l'État. L'audiovisuel public restera l'audiovisuel public dans un état de pluralisme. La section Synpics de la RTS assure œuvrer pour l'intérêt des travailleurs. Elle regrette la tenue de 2 manifestations séparées dans cette même entreprise. À l'instar de tous les syndicats affiliés à la CNTS, la section RTS a engagé la réflexion sur la question des salaires face à la faiblesse du pouvoir d'achat. Les syndicalistes ont invité la tutelle à une amélioration des conditions de travail des agents pour leur permettre de faire face à leurs charges. Fantabachi. La sénégalaise transformée en salle de conférence pour la circonstance. Pour la célébration de ce 1er mai, la section CNTS-RTS a tenu à poser le débat sur les charges de ses agents, des charges qui seraient largement supérieures à leurs gains. Un salaire plus conséquent constituerait la motivation principale du syndicat. L'amélioration, par quelque moyen qu'il puisse être, du revenu des travailleurs leur donnerait encore plus de motivation à participer à l'œuvre collective du développement de la RTS. Il est sans doute vrai que les acquis engrangés avec la signature de l'accord d'entreprise sont importants à plus d'un titre. Mais sa révision sur bien des points constitue un impératif à la concrétisation de cette quête incessante pour le mieux-être des travailleurs. Dans le souci de préserver l'outil de travail pour une plus grande productivité de l'entreprise, le syndicat a opté pour la rupture dans la manière de poser les revendications. Nous pensons aujourd'hui qu'il est temps qu'au niveau de la RTS, où nous formons une seule famille, que le syndicat prenne les contours d'un syndicat de contribution et de proposition et non un espace d'invective où les gens s'arrogent mais toutes les licences verbales inimaginables. Nous pensons aujourd'hui, d'après ce qu'on a entendu ici, que les gens sont prêts à aller dans cette dynamique-là. Cet homme-là, il a beaucoup donné à la RTS. Mais de manière objective, c'est un homme à qui aujourd'hui la RTS doit prendre hommage et qui mérite la RTS, qui mérite de tous les agents. La direction générale encourage la démarche. Babacar Diagne en appelle toutefois à une plus grande responsabilité des syndicalistes, façon de capitaliser les acquis. Aujourd'hui, si on fait le bilan par rapport à 2006, on peut regarder les progrès. Les salaires sont payés, les équipements, les véhicules, on ne sait même plus combien nous en avons, et ils font le point. Les équipes, on ne peut pas faire de direct quand je suis arrivé. Le direct était interdit. Il n'y avait pas de faisceau, il n'y avait rien. J'allais aux États-Unis, je travaille avec mes collaborateurs pour que la RTS aujourd'hui soit équipée. Et ce positionnement-là que vous avez, tous les grands événements sont gérés par la RTS. Des moments politiques aux moments sportifs, c'est la RTS qui gère. Vous pouvez être fiers de votre boîte. La tenue des 2 manifestations séparées pour une même célébration a été déplorée. Les 2 syndicats envisagent toutefois d'ouvrir des négociations en vue de faire revivre l'intersyndicale. Fantabadji, la baisse de la fiscalité sur les salaires sera effective dès le 1er janvier 2013. Les pensions de retraite seront revalorisées d'au moins 10%. Ce sont entre autres les mesures annoncées par le chef de l'État. Macky Sall a reçu cet après-midi les centrales syndicales. Ces dernières sont venues donc remettre leur cahier de doléances et à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Reportage radical. Les centrales syndicales étaient cet après-midi au palais où le chef de l'État a reçu des mains des syndicalistes les cahiers de doléances qui ont porté sur la protection sociale, la crise énergétique, la baisse des prix du loyer, la baisse de la fiscalité sur les salaires, la poursuite de la baisse des denrées de première nécessité. Une action du gouvernement saluée par l'ensemble des centrales syndicales. Monsieur le Président de la République, votre avènement restaure l'espoir de tout un peuple.
Nous saluons les efforts que vous avez faits sur la baisse des denrées alimentaires, mais le pouvoir d'achat des travailleurs reste toujours faible. C'est pourquoi nous demandons que ce soit mis en application les accords de 2009 sur la baisse de la fiscalité sur les salaires et sur le coût du loyer. Monsieur le Président de la République, la volonté affirmée de votre gouvernement de consolider et de renforcer l'emploi tranche d'avec les licenciements abusifs dont sont victimes des délégués du personnel et une vingtaine de travailleurs à Touba Oil. Autre question évoquée par les syndicalistes, le secteur de l'éducation. Ils demandent la poursuite du dialogue. Les syndicats d'enseignants ne demandent pas l'impossible à l'État, mais juste de signer ce qu'il est en mesure de donner et de respecter. Nous souhaitons vivement que des négociations sérieuses soient engagées avec les syndicats d'enseignants en vue de trouver des solutions consensuelles de sortie de crise et ainsi sauver l'école sénégalaise d'une année blanche. Monsieur le Président de la République, le Front syndical autonome fonde beaucoup d'espoir sur vous pour réparer toutes les injustices dont ses membres ont jusque-là été victimes dans le traitement des questions syndicales. Loin de nous toute idée de faire ici le procès de l'ancien régime, mais nous ne pouvons pas occulter, pour le dénoncer, son parti pris manifeste, pour ne pas dire son machiavélisme dans la gestion du champ social. Les syndicalistes n'ont pas fait que des revendications, ils ont aussi salué la décision du président de la République de réduire le train de vie de l'État. J'ai grand espoir qu'en suivant les recommandations des assises nationales, dont nous sommes partie prenante, c'est connu, en renforçant les mécanismes du dialogue social, en engageant votre gouvernement à l'humilité et au sens de l'écoute et de l'ouverture, vous parviendrez à créer un environnement propice à la stabilité et à la paix sociale. L'UNSES de Mademba Sock est revenu sur la crise énergétique qui demande d'être réglée le plus rapidement possible. La situation financière que traverse la Sénélec depuis de longues années ne permet plus de continuer à financer ces fonds. Demandons la suppression de ces fonds et redevances qui sont d'ailleurs détournés de leur mission de base. Meilleure conservation des réductions des coûts de téléphone, etc. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État rassure, il est prévu une hausse de 10% pour les pensions retraites et une baisse de la fiscalité sur les salaires dès janvier 2013. Après avoir bien écouté tout le monde, le président de la République dira que le gouvernement va, dans la mesure du possible, consolider le droit du travailleur. Je voudrais vous assurer en retour de mon engagement et de celui du gouvernement à ouvrir une page nouvelle dans le partenariat entre l'État et les organisations de travailleurs. Un partenariat bâti également sur la vérité, sur la recherche continue de solutions au service des travailleurs et au service de toutes les populations du Sénégal. C'est justement le sens de la réduction des prix de certaines denrées. Et nous allons inscrire cette action dans le futur, à la recherche continue de solutions pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Je suis certain que nous allons ensemble travailler à améliorer la situation des travailleurs. Dans ce cadre, évidemment, il ne faudra pas s'attendre de ma part à avoir des engagements que je ne pourrai pas respecter. Si je ne peux pas les respecter, j'ai déjà instruit mon gouvernement de ne jamais signer pour simplement arrêter une grève des engagements dont on est sûr qu'on ne peut pas les respecter. Nous nous engagerons toujours à rechercher les solutions et à réaliser, à satisfaire les plateformes dans la mesure du possible, en étant transparent dans la gestion des affaires de l'État. Je l'ai dit très clairement, ma gouvernance sera vertueuse, elle sera transparente, elle sera sobre. Mais je ne ferai pas ce que je ne peux pas faire. Le chef de l'État a également salué l'engagement des centrales syndicales à accompagner le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en particulier et des populations en général. Une subvention sera allouée aux centrales syndicales dès l'année prochaine. Pour rendre performant l'action de l'État, le président Macky Sall a annoncé un recensement physique des agents de l'État.
Le président de la République qui a également annoncé, vous l'avez dit, Khady Kane, la baisse de la fiscalité sur les salaires et la revalorisation des pensions de retraite. Ils sont au nombre de 24 partis à déposer leur dossier de candidature pour les élections législatives, des dépôts qui ont pris fin à 0 heure hier avec la ruée des mandataires. Objectif du ministre de l'Intérieur, 0 contestation. Le point avec Claire Diop. 0 heure, ministère de l'Intérieur. Les portes sont fermées, chose pas anodine. L'acte marque la clôture de dépôt des listes des candidats aux élections législatives prochaines. À l'intérieur de la bâtisse, toutes les parties prenantes s'activent au contrôle de la validité des listes proposées et personne n'a manqué au rendez-vous. C'est la règle du jeu et à partir de minuit, nous avons demandé à tout le monde de rentrer à l'intérieur pour qu'on puisse fermer, parce que nous ne cherchons pas à ce qu'un des candidats, liste de candidats de coalition ou de candidature indépendante soit fort clos. Nous souhaitons que tous ceux qui veulent participer à ces élections participent librement. Et c'est ça notre objectif, notre ambition. Ces législatives sont le premier test de la loi sur la parité votée en 2010. Pour ce scrutin, le code électoral a été modifié et la date repoussée de quelques jours. Cela après concertation avec tous les acteurs. Les élections, c'est la concertation. Nous avons appelé l'ensemble des partis politiques à la concertation face à ces dates-là, ce délai-là qui était malheureusement impossible à respecter à cause des 2 tours. Et donc, nous avons discuté de l'ensemble des dispositions à prendre. Ainsi, c'est sous le contrôle de la Sénat que 24 partis, coalitions de partis et listes indépendantes ont déposé leur dossier de candidature. Aucun incident majeur n'a été noté et le ministre de l'Intérieur de réaffirmer sa volonté d'organiser des élections législatives libres et transparentes avec 0 contestation. En marge toujours de ces législatives, des représentants de certains partis se sont prononcés sur le déroulement de ce scrutin majeur. Nous écoutons quelques-uns des têtes de liste au micro de Claire Diop. Les gens viennent, les dossiers sont quasiment complets. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas complets, mais vous savez, ils ont 72 heures pour compléter, changer, corriger les pièces dont le délai est arrivé à terme. Donc, on sera obligés de les changer. Donc on leur fera la notification pour leur dire ce qui manque et ils feront en sorte de les compléter. Ce qui est important, c'est que nous avons réussi à construire ce consensus qui n'était pas évident au début, parce que déjà pour un seul parti, construire des listes pour les législatives, c'est extrêmement difficile, a fortiori pour tous les partis constituant cette coalition. Nous n'avons aucune difficulté à mettre en œuvre la loi sur la parité et bien évidemment toutes les dispositions du code électoral relatives à la parité, à l'égalité des sexes. Parce que vous savez très bien que le mouvement Tekki est représenté à l'Assemblée nationale actuelle sur la base d'une liste paritaire. Le mouvement Tekki avait en 2007 déjà mis une femme tête de liste. Nous avons constitué une liste, nous sommes en train de la déposer. Donc comme vous le savez, il y a donc les 45 listes dans les différents départements et la liste nationale proportionnelle. Il y a de nouveaux responsables, des responsables des différents départements qui se sont investis dans ces listes-là. Donc je pense que nous sommes bien représentés, nous sommes un parti très présent au niveau national et donc nous le montrons encore aujourd'hui dans la confection et dans le dépôt de cette liste. L'actualité nous conduit également au Mali où les ex-putschistes disent avoir déjoué un contre-coup d'État après de violents combats, des affrontements qui auraient fait 14 morts et une quarantaine de blessés. Et ces assaillants seraient des forces loyales au président déchu Amadou Toumani Touré. Pendant ce temps, Bamako, la capitale, vit dans l'inquiétude et la panique générale. Ils contrôlent la situation à Bamako et tiennent à le faire savoir depuis lundi soir. Dans un studio de la télévision malienne, des membres de l'ex-junte militaire présentent des ennemis faits prisonniers lors de violents combats. Des combats au cours desquels les ex-putschistes affirment avoir repoussé des hommes qui ont attaqué le siège de la junte, la télévision nationale et l'aéroport de Bamako. Tous ceux qui sont de près ou de loin
impliqués dans l'accomplissement de cet acte odieux à l'endroit du peuple malien seront recherchés et traduits devant les juridictions compétentes. Voici les armes que les ex-putschistes disent avoir prises aux assaillants, qui seraient des forces loyales au président démissionnaire Amadou Toumani Touré. Le calibre de ces armes en dit long sur l'intensité des combats. Ces affrontements, d'après les sources hospitalières, auraient fait 14 morts et une quarantaine de blessés dans la nuit de lundi à mardi. Et ils ont plongé Bamako dans l'inquiétude. Ça a créé une situation de panique générale. Comme vous pouvez le constater actuellement, il y a une inquiétude réelle qui règne dans la ville de Bamako. Depuis lundi soir, la vie tourne au ralenti dans la capitale malienne, où la situation demeure marquée par l'incertitude. Des tirs nourris ont encore été entendus ce mardi. La loi sur la parité est-elle comprise? Le Conseil sénégalais des femmes a initié des études et sondages au sein de la population et des partis politiques. À ce propos, un atelier de restitution a été organisé pour faire l'état des lieux. Ces études vont permettre de combler les lacunes liées à l'effectivité de cette loi avant les législatives qui constituent une phase test. Elles ont été faites dans les régions de Dakar, Diourbel et Tambacounda. Dibidja. Quelle perception la population sénégalaise a de la loi sur la parité? C'est à cette interrogation que répondent ces études et sondages réalisés par le Conseil sénégalais des femmes. Les résultats de l'étude ont démontré que 71% des gens qui disent avoir compris de la parité ont donné une autre définition de cette parité. C'est-à-dire ils croient que pour la parité, c'est de mettre au même pied d'égalité les hommes et les femmes. Raison pour laquelle nous, dans nos conclusions, on a dit qu'il y a une mauvaise compréhension du concept de cette parité. Nous avons voulu anticiper et connaître comment une assemblée avec une forte représentation féminine allait impacter sur la cause des femmes. Donc, identifier les faiblesses et les forces de cette future assemblée. Cette identification nous a permis de définir des règles susceptibles de garantir l'efficacité de la loi. Ces études ont été menées dans les régions de Dakar, de Diourbel et de Tambacounda. Le sondage s'est fait sur un échantillon de 1000 personnes âgées de plus de 18 ans. Même si 75% de la population consultée a compris l'orientation de cette loi, son application bute toujours sur des obstacles socioculturels. L'immersion faite dans 13 partis politiques a permis de constater que la parité ne se limite qu'au discours politique. 2 ans après l'adoption de cette loi, on s'était rendu compte que ça ne bougeait pas beaucoup au niveau des états-majors politiques. Apparemment, beaucoup de partis politiques n'étaient pas en train d'adapter leurs textes et leurs pratiques à cette loi-là. Le président de la République, M. Macky Sall, a donné toutes les instructions favorables à l'effectivité de cette parité. Donc les secteurs concernés ont été saisis par le président de la République et le travail est en train de se faire. Et on a bon espoir que ces élections législatives vont refléter qu'il y a du nouveau dans au niveau de cette loi-là. Avec les opportunités de son application effective qui se profilent à l'horizon, à travers les élections législatives, le Conseil sénégalais des femmes entend sensibiliser davantage les acteurs concernés sur les objectifs et finalités de cette loi sur la parité. Lutte contre les inondations, le gouvernement s'est penché ce lundi sur cette question. Il a été décidé d'impliquer plus largement les collectivités locales dans la prévention. Les chantiers en cours seront aussi terminés pour une meilleure évacuation des eaux de pluie. Un autre conseil interministériel est d'ailleurs en cours. Elle portera sur la réalisation des infrastructures. Le Premier ministre en explique au micro de Aram Dao. L'année dernière, le conseil interministériel qui a été réuni à cet effet s'est tenu au mois de juin. Cette année, le président Macky Sall a donné des instructions pour qu'il se tienne le plus tôt possible et que des actions préventives puissent être déroulées. Mais il est évident qu'on ne peut pas traiter de la même manière la lutte contre l'inondation imminente attendue et la prévention sur le court et le moyen terme, et même sur le long terme.
Donc ce conseil interministériel n'a pu traiter que d'une partie des problèmes. Il est prévu de tenir un conseil interministériel qui, lui, par contre, sera plutôt consacré aux aspects ayant trait à la réalisation des infrastructures et véritablement à la prévention de l'inondation. Parce qu'on ne peut pas non plus chaque année revenir, investir des millions pour simplement pomper les eaux. Il faut aller vers des solutions qui permettent leur drainage naturel, qui permettent leur écoulement naturel vers des zones de captage ou vers la mer, et l'inondation ne devant être qu'une exception. En guise de conclusion, d'ailleurs, nous avons retenu qu'il était peut-être important que ce prochain conseil interministériel prenne la dimension d'un véritable conseil présidentiel, et nous nous sommes également rendus compte qu'il était particulièrement important d'associer de manière plus étroite les collectivités locales. Déjà d'ailleurs pour l'année 2012, les décisions qui ont été retenues, le plan d'action qui a été retenu sera complété avant la fin de la semaine pour qu'une part plus large soit faite à l'action, à l'implication des collectivités locales, puisque ce sont les élus locaux qui sont en contact direct et premier avec les populations concernées. Il y a des ouvrages à terminer, des infrastructures à terminer pour permettre le drainage, l'écoulement des eaux. Il y a des lacs à aménager, à écréter. Il y a un système de pompes à mettre en place. Il y a toutes ces mesures qui ont été retenues, qui ont été définies, parfois avec des budgets qui existent déjà. Donc il s'agit simplement de terminer des actions et d'entrer dans une phase d'exploitation des ouvrages. Mais il y a parfois également des décisions de fonds à mettre en place pour assurer le pompage correct des eaux et leur écoulement dans des zones où elles ne gêneront pas l'activité humaine. Le Premier ministre Abdoul Mbaye sur la lutte contre les inondations. Le ministre de la Justice, dans les maisons d'arrêt et de correction de Dakar, Rebeuss, Hann Bel-Air et Camp Pénal accueillent des détenus différents d'une prison à l'autre, mais leurs difficultés sont identiques. Le gouvernement veut promouvoir le respect des droits humains dans ces établissements pénitentiaires du Sénégal et améliorer les conditions de travail des agents de l'administration pénitentiaire. Temps fort de cette visite avec Fatou Diouf. Il est 10h43 et c'est l'arrivée du ministre de la Justice à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour démarrer un temps d'arrêt au jardin potager entretenu par les pensionnaires de l'établissement. Puis, place à la cartographie de Rebeuss. Créée en 1927, la structure est divisée en 6 secteurs. L'un des plus importants, le secteur 6, la détention. Et c'est par cette porte qu'il faut passer pour y accéder. Le bâtiment est vétuste, il dépasse largement les limites de sa capacité d'accueil, 1731 détenus sur 1600 la normale. Du coup, les conditions de détention sont difficiles. La tutelle projette la délocalisation du site. Nous avons une surpopulation à Rebeuss avec des conditions d'incarcération extrêmement difficiles. Je crois qu'il est temps que notre pays pense à vraiment améliorer la situation, délocaliser la prison certainement, et mettre les détenus dans des conditions plus humaines. À cela s'ajoute le manque de personnel, un parc automobile vieillissant, une modernisation des espaces carcéraux s'impose. Après Rebeuss, cap sur la maison d'arrêt et de correction de Hann Bel-Air, le berceau des mineurs. Ici, des efforts sont consentis dans la socialisation des enfants, cela grâce à l'appui des bonnes volontés. Nous avons beaucoup d'ONG qui sont pour la plupart des ONG étrangères d'ailleurs, mais je crois que les Sénégalais devraient également faire preuve de plus de solidarité envers nos concitoyens, comme je dis, qui payent leurs dettes. Il n'est pas question de revenir là-dessus, mais de promouvoir des rapports beaucoup plus humains. Dernière étape, le camp pénal, maison d'arrêt des femmes de Liberté 6. La structure qui accueille 77 pensionnaires a besoin d'élargir ses locaux pour améliorer les conditions carcérales des détenus.
Il aura donc fallu toute une journée pour s'inquérir des conditions de détention des pensionnaires des maisons d'arrêt et de correction de Dakar, mais aussi des difficultés du personnel administratif pénitentiaire. 1500 agents pour 30 000 personnes. Le gap est loin d'être comblé, mais la tutelle compte y apporter des solutions afin de veiller au respect des droits des personnes incarcérées. Moins d'une semaine après le saccage des mairies des communes d'arrondissement de Thiès-Est et Ouest, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales s'est rendu sur les lieux pour apporter le soutien de l'État. Cheikh Bamba Dièye s'est ensuite rendu à Tivaouane pour constater de visu les dégâts occasionnés dans la mairie durant la campagne électorale. Seydina Lunfal. Rien n'a été épargné, tout a été brûlé. Nous sommes dans la commune d'arrondissement de Thiès-Ouest. Même décor dans l'autre commune d'arrondissement, celle de Thiès-Est. La mairie porte encore les traces des violences de la semaine dernière. Les pertes sont énormes. Des documents administratifs ont été emportés par les flammes. Aujourd'hui, l'état civil de 2009 à nos jours, tout ce qui est comme déclaration de décès, de naissance, de mariage, a été brûlé vif. On a tout perdu. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts. Après Thiès, la délégation s'est rendue à Tivaouane. La mairie a été attaquée lors de la campagne électorale. Tout devra être reconstruit. Il est inconcevable, inacceptable que la mairie de Tivaouane puisse être aussi saccagée et qu'aujourd'hui l'essentiel du bâtiment ne tienne plus et que nous soyons dans l'obligation, sur instruction du président de la République, de reconstruire le bâtiment. Sur Thiès-Ouest, nous avons pris les mesures qu'il faut pour non seulement leur doter de mobilier et surtout d'outils informatiques pour leur permettre après toilettage de ce qui a été brûlé, de faire en sorte qu'ils puissent rentrer rapidement dans leurs locaux et aussi commencer la construction de la mairie nouvelle et qui va se faire rapidement et dans des délais très courts de 6 mois. Pour Thiès-Ouest, le même travail va être fait. Nous allons accompagner la mairie en appui logistique pour les aider à faire face. Heureusement, là-bas, au moins, l'état civil a été sauvé. Ces incidents réactualisent le problème de la gestion des dossiers administratifs au niveau des centres d'état civil. Peut-être va-t-on dans les prochains mois vers l'informatisation du système. 32 stagiaires venus de 6 pays de la sous-région ouest-africaine sont en stage en santé de la reproduction à Hambourg. Organisée à l'initiative de l'Institut Santé et Développement de l'UCAD, cette formation répond à un besoin à quelques 3 années de la date butoir pour l'atteinte des OMD. Le cours est organisé avec l'Université d'Andalousie, Oumar Diaw. Initié en 2007, réédité en 2010, ce cours se tient pour la 3e fois au Sénégal. Il est organisé par l'ISED, Institut de santé et développement de l'UCAD, en partenariat avec l'Université internationale d'Andalousie. Notre ambition est que ces acteurs de la santé puissent contribuer à améliorer ce qu'ils font sur le terrain. Les participants au nombre de 32 viennent de 6 pays, Mauritanie, Burkina, Mali, Niger, Guinée et Sénégal. Des pays qui rencontrent à peu près les mêmes difficultés dans le domaine sanitaire. Organisé autour de la problématique de l'expertise en santé sexuelle et reproductive, ce cours équivaut au niveau de la maîtrise. Ce cours va me permettre vraiment de revenir, contribuer et surtout à améliorer la santé de la mère et de l'enfant dans mon pays. Et c'est ça qui m'a motivé. On sait que ça vient d'une institution comme Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça va quand même améliorer le CV de tout participant. En Afrique, on savait que ce cours est un peu en retard. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour assimiler, c'est pour augmenter nos connaissances. Je crois qu'à notre retour, donc on fera mieux dans notre pays. Si de nombreux participants sont des médecins, on compte aussi des sages-femmes du fait de leur implication dans la santé de la reproduction. Nous avons l'opportunité d'assister à des cours qui vont nous permettre quand même d'améliorer un peu notre situation, surtout ici au Sénégal, surtout dans la banlieue, concernant la santé sexuelle. En dépit de la crise, l'Espagne, à travers le gouvernement andalou, a soutenu cette formation. L'Andalousie a un gouvernement différent de l'Espagne. L'Espagne est dans de grandes difficultés, mais l'Andalousie a tenu à continuer avec cette formation. La suite, nous ne savons pas. Nul ne sait l'avenir de l'Espagne, officiellement entrée en récession. Pourtant, cette formation correspond à un réel besoin de nos pays à 2015-3. Ces objectifs
Dans les pays subsahariens, nous savons tous que nous sommes loin de les atteindre, notamment en ce qui concerne l'objectif 5. Après une formation théorique intense en régime d'internat, les participants retourneront chez eux pour la phase pratique de terrain. Ils reviendront ensuite à l'ISED présenter leur travail sous la forme d'un mémoire. Pour terminer, sport dans les armées, fin ce dimanche à Dakar, des phases finales nationales du championnat inter-école militaire de volleyball. À l'arrivée, les élèves médecins se sont montrés beaucoup plus mordants en finale contre l'école de la gendarmerie nationale, remportant ainsi le trophée majeur, celui du chef d'état-major général des armées. Un reportage qui porte la signature de Tanda Khandiaye. Ils ont organisé et remporté de haute lutte la coupe du chef d'état-major général des armées. L'école militaire de santé, non sans difficulté, garde le précieux trophée tant convoité. Il aura fallu le tie-break devant une forte équipe de la gendarmerie qui s'est imposée au premier set, passant par la grande diagonale mais aussi par la ligne. Témoin privilégié. Le deuxième set a été remporté par les Rouges avec un Abdulrazak Smatcher achevé au poste 2 et 4. Au-delà de cette victoire, notre grande satisfaction, c'était la réussite de cet événement. Et alors, à propos de ça, nous transmettons toutes nos admirations au général chef d'état-major des armées, au colonel commandant de la zone militaire numéro 1 et également au dentiste colonel commandant de l'école militaire de santé. La réplique des élèves gendarmes ne s'est pas fait attendre avant le tie-break des réglages pour remporter ces sets décisifs. Un peu de repos pour ces réglages, les batteries ont les charges et ici la sérénité était de mise dans le collectif. Mais autant les gendarmes ont physiquement bien tenu, les Rouges plus techniques dans un jeu à déplacement vertical diront les derniers mots. La petite finale a vu la victoire du Prytanée militaire de Saint-Louis en jaune sur l'Enoa de Thiès. Une compétition dont la co-organisation CTP des armées et École de santé a tenu toutes ses promesses et au niveau du haut commandement, on a apprécié. Il me revient d'adresser les félicitations du chef d'état-major général des armées à l'équipe gagnante et aux deux équipes qui suivent, en même temps que mes encouragements personnels aux autres équipes qui se sont très bien comportées. Je vous souhaite à tous un bon retour dans vos garnisons. Fini les intercorps, place prochainement aux phases finales nationales de volleyball intercorps avec l'intendance des armées, mais aussi le bataillon du train pour le pentathlon militaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Le tiercé carte plus, quinte plus, prix des Pays de Loire,